Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Ouais, ça devrait aller. Alors, donc moi c'est Benjamin, je suis diététicien à l'hôpital et en même temps à côté je suis spécialisé en nutrition du sport, donc j'accompagne certains sportifs qui ont envie d'aller chercher un peu de la performance ou de la santé quelconque. Donc là le but un peu d'intervention c'est que ça soit quelque chose qui est assez rapide, histoire que je vous ennuie pas trop non plus. C'est d'aller chercher des informations pour ceux qui connaissent, d'aller pousser un peu plus loin, et pour ceux qui n'ont pas trop d'infos, de reprendre un peu certaines bases, donc pour que ça parle un peu à tout le monde. J'ai fait plusieurs points, notamment tout ce qui va être troubles digestifs, l'hydratation, la performance pure et dure. N'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, à m'interrompre, comme ça on pourra en discuter directement. Sinon à la fin, j'ai prévu qu'on ait un petit temps justement pour échanger, si jamais à la fin il y a des choses qui vous reviennent. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par les bases, on va dire. Les macronutriments. Les macronutriments, c'est glucides, lipides, protéines. C'est les trois choses qui vont nous servir, que ce soit au quotidien ou pendant une activité physique. Là, pour rentrer un peu dans le détail, c'est les filières énergétiques qu'on utilise pendant une activité physique. La première, ça va être l'anaérobie alactique. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser à la salle de sport. C'est des efforts courts de jusqu'à à peu près 10 secondes maximum. Et là, on va utiliser principalement de la phosphocréatine. Ça va être ce qu'on va puiser au niveau des protéines. Ensuite, on va avoir, ça va être un peu plus intéressant pour vous, l'anaérobie alactique. Donc ça, c'est sur des efforts de 20 secondes à 2 minutes, notamment pour tout ce qui est sprint. C'est sur ça qu'on va se baser. Et là, on va utiliser le glucose. Et enfin, pour l'aérobie, ça c'est purement sur des longues durées, donc de 2 minutes à plusieurs heures. On va être principalement sur une utilisation de glucose et d'acide gralique, donc la matière grasse. Et en dernier temps, on va utiliser aussi les protéines, d'où l'importance dans cette alimentation d'avoir ces trois macronutriments et de ne pas en enlever un, comme souvent on peut faire en enlevant la matière grasse. Donc ça, c'était juste pour vous expliquer comment ça fonctionne à ce niveau-là. C'est un peu le côté technique, et après on va rentrer dans le truc un peu plus facile, un peu plus parlant. Ça, c'est pour vous expliquer un peu comment on va utiliser ces trois macronutriments et pourquoi on en a besoin. En premier, je vous ai dit, on utilise les glucides, donc tout ce qui va être sucre qu'on trouve notamment dans les féculents, pâtes, riz, pain, pommes de terre, certains aussi dans les légumineuses et dans les sucres simples, donc le sucre classique qu'on peut retrouver que ce soit dans les fruits, dans le miel, dans les sucres comme ça. En fait, on va l'utiliser en premier parce que c'est ce qu'on va pouvoir stocker assez facilement et déstocker aussi assez facilement. Le déstockage, ça va être la glycolyse, parce qu'en fait, votre glucose, il se stocke sous forme de glycogène au niveau musculaire et au niveau du foie. Donc on va venir le déstocker pour le transformer en une molécule qui s'appelle l'acétyl-CoA et qui va venir dans le cycle de Krebs, si ça parle à certains, justement pour provoquer de l'ATP. Cet ATP, en fait, c'est l'énergie. En gros, ça va être l'énergie. Et en fait, le glucose, il est capable de produire quand même assez, donc 30 à 32 ATP, ça fait pas mal d'énergie, avec des aliments qui sont assez simples à consommer et qu'on consomme en grande quantité généralement. En deuxième, donc une fois que vous avez utilisé les glucoses, au bout d'un certain temps, le corps n'a plus de stock et il va se rabattre sur tout ce qui va être lipide, donc la matière grasse. D'où l'importance de ne pas la retirer de son alimentation. Là, c'est un peu le même principe, ça va être une oxydation, ça se transforme sur la même molécule, ça rentre dans le même cycle. Par contre, ça va créer beaucoup plus d'ATP. Le corps ne l'utilise pas en priorité parce que la matière grasse, souvent, elle est utilisée, en fait, c'est de la survie pour le corps. C'est ce qui va tenir chaud, c'est ce qui fait les réserves. Et pour vous donner une idée, 8 à 10% de matière grasse dans le corps, c'est l'équivalent de 20 000 à 25 000 kilocalories. Sur une journée, on est à peu près à 2000 kilocalories de consommé. Donc ce qui fait qu'on a énormément de réserves, mais le corps l'utilise en secondaire vraiment pour permettre de survivre. Et enfin, on va avoir les protéines, notamment sous forme d'acides aminés. Pour ceux qui connaissent un peu les compléments, on va retrouver aussi les BCAA, c'est ce type d'acides aminés. Et là, on va les utiliser de même façon, sauf que là, ça crée beaucoup moins d'énergie. Et pareil, en fait, les protéines, on ne peut pas les stocker, ce qui fait qu'on les utilise beaucoup moins. Et surtout, elles sont utilisées pour la contraction musculaire. Ça, c'était un peu le côté pénible de la présentation, mais c'est bien de savoir un peu ce qu'on fait des macronutriments. Les troubles digestifs. Ça va être un peu plus parlant, je pense. Il faut savoir que ça touche en moyenne 50% des coureurs, surtout les coureurs. Pourquoi? Pour deux raisons. Alors tout d'abord, quand on court, on va venir avoir en fait des vibrations qui vont remonter jusqu'au niveau digestif et qui peuvent provoquer des troubles digestifs. La seconde chose, c'est qu'on va avoir une ischémie d'effort qui va entraîner une hyperperméabilité intestinale.
Ces termes, ça veut juste dire que pendant que vous êtes en effort, le corps, en fait, il va rediriger le sang et la circulation sanguine vers les endroits où il a besoin. Donc les organes vitaux, ainsi que les muscles. Et donc forcément, tout ce qui va être tube digestif va être laissé un peu de côté, parce que quand vous courez, vous n'avez pas besoin normalement de digérer. En fait, le fait qu'il va y avoir beaucoup moins de sang, à ce niveau-là, je vais faire comme ça. À ce niveau-là, en fait, vous avez des jonctions serrées. Ces jonctions serrées, ça permet en fait au niveau du tube digestif de rester bien serré et d'éviter en fait que toutes les molécules passent rapidement dans le sang. Que ce soit les molécules, les bactéries, tout ce qu'on ne veut pas. Quand il y a beaucoup moins de sang, en fait, ça va venir se détendre et donc tout va venir passer au niveau de la barrière intestinale. Ce passage dans le sang, ça va provoquer une inflammation. Et pour répondre à cette inflammation, ça va créer un stress oxydatif. Donc le corps va combattre cette inflammation. Et en fait, du coup, vous perdez en performance et il y a des douleurs. Donc en fonction de chacun, ça va être des douleurs, des nausées. Ce qui peut souvent arriver en cours, ça va être les diarrhées, forcément. Et ça vient principalement de cette chose-là. Et donc on entraîne la baisse de performance. Pour éviter ça, il y a des solutions. Ceux qui sont derrière, je pense que vous allez peut-être avoir un peu de mal à voir. Je vais vous expliquer à l'oral, donc ça va aller. Le but, c'est de commencer en général 24 à 48 heures avant la compétition, avant la course. Pour les grosses courses, 48 heures avant. Pour les courses un peu plus légères, on est sur du 24 heures avant. Le but, c'est d'éviter en fait tout ce qui va être irritant pour le tube digestif. Donc tout ce qui est irritant, ça va être les fibres, principalement. On les retrouve dans les fruits et légumes, principalement sous forme crue. On va les retrouver aussi dans tout ce qui est légumineuse et dans tout ce qui est céréales complètes. Si on prend du pain complet, des pâtes complètes, des choses comme ça c'est assez irritant pour le tube digestif. Et donc ça va provoquer des troubles digestifs. Donc on évite en fait de surcharger le tube digestif pour la course. Ensuite, on va éviter tout ce qui est FODMAPs. Les FODMAPs, c'est tous les aliments fermenticibles. Notamment tout ce qui est, alors toujours les légumineuses, les choux, tout ce qui va provoquer des gaz. Pour certains, le gluten ou le lactose, ça dépend de la tolérance de chacun. Toutes ces choses-là, on va essayer de les limiter au moins 24 heures avant. Pareil, tout ce qui est matière grasse, on l'enlève de l'alimentation. Ça va ralentir le transit. Du coup, on a plus de chances pendant la course d'avoir le transit qui continue à tourner. Et donc là, on crée forcément quelque chose qui va pas aller. Et pour finir, tout ce qui est irritant, café, alcool, les épices, les sauces type harissa par exemple, tout ça, forcément, ça va venir taper sur le tube digestif et provoquer des douleurs. À l'inverse, ce qu'on peut faire pour aider un peu, tout d'abord boire régulièrement, forcément. Plus on boit, plus on va venir hydrater, donc on va limiter certains problèmes. Tester à l'entraînement, chacun a sa façon un peu de réagir, à ses tolérances. Donc si vous testez le jour de la course, c'est sûr qu'il va y avoir des soucis. Testez à l'entraînement, que ça soit si le gluten passe, si les fibres on peut s'en prendre, quel type de glucides utiliser pendant la course aussi. Je vais vous expliquer un peu plus tard aussi tout ça, mais il faut tester à l'entraînement quoi qu'il arrive. Et ensuite, on va voir tout ce qui est compléments alimentaires. Il y en a beaucoup peut-être qui prennent des électrolytes déjà. Les électrolytes, ils servent principalement à se réhydrater. Le corps, il est capable de le faire tout seul, jusqu'à 1h30, 2 heures de course, on va dire, si c'est assez intense, il le fait automatiquement tout seul, il est habitué à ça. Au-delà de ce temps-là, ça peut devenir intéressant de passer sur les électrolytes. En fait, les électrolytes, c'est au niveau rénal, ça va permettre la réabsorption. Si vous en mettez et que le corps n'a pas besoin, juste il va les éliminer, ça va faire du travail supplémentaire, il n'y a pas de nécessité. Et au niveau financier, vous perdez aussi. Donc vraiment, au bout d'une heure et demie, 2 heures, ça suffit amplement. Et ensuite, si vous avez la glutamine, c'est pas forcément connu. La glutamine, en fait, elle va servir notamment, elle va créer une sorte de barrière au niveau intestinal. Elle va venir cicatriser aussi, s'il y a déjà des petites lésions au niveau intestinal. C'est plus de la prévention. De la prévention, ça va agir sur les articulations. Donc c'est un complément qui est assez intéressant, qui n'est pas forcément très cher. On est sur une prise de 10 à 20 grammes par jour. Donc c'est quelque chose qui est largement faisable pour ceux qui ont vraiment envie d'aller chercher un peu plus loin le côté santé, le côté aussi éviter les troubles digestifs et aller chercher la performance. Ensuite, après les troubles digestifs, il y a forcément l'hydratation qui va avec. L'hydratation, pareil, on est autour des 50% de coureurs qui sont touchés par la déshydratation. Une déshydratation de 2%, c'est moins 20% de performance, en général. Donc si on est déshydraté et qu'on a des troubles digestifs, en gros on perd 40% de sa performance. Ce qui peut aller assez vite et en général on voit vraiment la différence entre un coureur qui est bien hydraté, qui n'a pas de maux de ventre, qui a déjà sa stratégie nutritionnelle en place et un coureur qui n'a pas tout ça. On voit au niveau des performances, des temps donnés et aussi de la longueur où on peut durer sur la course.
Et forcément, comme on l'a dit, si on est déshydraté, pareil, on augmente les troubles digestifs, diarrhée, crampes, nausées, ça va avec. Bon, même si on ne fait pas de sport en général, quand on est déshydraté, c'est des choses qui arrivent assez facilement. Les choses un peu simples à mettre en place, déjà, dans un premier temps, 500 ml par heure. On est entre 500 et 1 litre, ça dépend de chacun. On essaye de ne pas aller non plus à 1,5 litre, à part s'il y a des grosses chaleurs, mais on va éviter aussi de surcharger au niveau gastrique en eau. Le but, c'est de boire aussi des petites gorgées tout régulièrement pendant votre course. Si vous buvez 500 ml d'un coup, la moitié ne sera pas absorbée et il va y avoir une pesanteur au niveau gastrique. Donc vraiment des petites gorgées régulièrement. On évite forcément tout ce qui est gazeux, tout ce qui est trop froid et tout ce qui est trop chaud. Le trop froid ou le trop chaud, ça accélère le transit, donc c'est pas le but aussi. Ça, c'est un peu les règles classiques. Si on veut rentrer un peu plus dans le détail, et pour la performance, là, on va aller chercher la boisson de l'effort. Ou aussi, il y en a pareil qui l'appellent boisson isotonique. Le but de cette boisson, en fait, c'est d'apporter de l'énergie, c'est de s'hydrater et d'avoir aussi justement ces électrolytes pour avoir une bonne réhydratation. Il y a deux façons de la faire. Vous avez soit la façon maison, on prend du sucre, on prend du sirop ou on prend du jus de raisin, on mélange dans l'eau et une pincée de sel et on a une boisson isotonique, une boisson de l'effort. Ou alors la version un peu plus pro, où là on va chercher des compléments alimentaires. Peut-être ça va parler pour certains, on va mettre de la maltodextrine par exemple, on va mettre des BCAA et on peut mettre de la taurine. En fait, ce qu'il faut savoir, après je vais vous expliquer un peu les grammages, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le corps, comme je vous l'ai mis ici, il peut absorber que 60 grammes de glucose par heure et 30 grammes de fructose par heure. Donc tous ceux qui prennent des gels et qui a 90 grammes de fructose ou ce genre de choses, c'est pas absorbé et ça entraîne les troubles digestifs. Donc c'est important aussi de savoir équilibrer à ce niveau-là. 60 grammes de glucose, ça va assez vite, hein. C'est l'équivalent d'une dizaine de petits sucres. Donc sur une course, ça peut être assez important. Sur les quantités, du coup, on reste en général sur la boisson de l'effort. Pour les 1 litre, on met 60 grammes de sucre, 60 grammes de maltodextrine. On peut couper justement avec le fructose. Le fructose, en fait, c'est le sucre du fruit qu'on a dans les jus de fruits, qu'on va retrouver dans le miel, qu'on va retrouver dans les fruits classiques. Souvent, les gels, ils font quand même une combinaison des deux. Ils essaient de faire les choses bien, donc en général, c'est combiné. Mais c'est important de vérifier tout ça. Et après, sur les quantités en termes de BCAA, on est sur l'ordre de 10 grammes. Donc ça fait 1 litre d'eau, 60 grammes de maltodextrine, 10 grammes de BCAA et taurine, si on a besoin, on va chercher les 6 grammes. Les BCAA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des acides aminés, leucine, isoleucine, valine. En fait, c'est des protéines, c'est des molécules de protéines qui vont venir justement aider à la contraction musculaire, aider à la récupération et si besoin servir aussi de substrat énergétique. Donc ça pareil, c'est sur du long terme qu'on va l'utiliser, la boisson de l'effort, c'est sur des efforts de plus d'une heure et demie, 2 heures, ou des efforts vraiment intenses, où là le corps a besoin qu'on lui apporte quelque chose pendant la course. Ça c'était le côté hydratation, on va rentrer un peu plus dans le détail avec le côté performance. Pareil, désolé pour ceux qui sont un peu au fond, mais je vais tout expliquer. Le but, comme je l'ai dit, c'est de commencer à J-1 ou alors le jour J, en fonction de l'heure de votre course. Si la course est le matin, dès le soir, dès la veille, on va commencer à mettre les choses en place. Donc comme on l'a dit, on fait des repas assez légers, c'est-à-dire qu'on enlève la matière grasse et on enlève les fibres. Donc généralement, c'est des repas pas forcément top, mais qui vont vous aider sur la digestion avec des féculents, plutôt un indice glycémique bas. L'indice glycémique, en fait, ça, tout simplement, c'est la vitesse à laquelle le sucre va arriver dans votre sang et va faire élever ou pas votre glycémie. Le but, c'est d'éviter que votre glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, soit trop haut pour éviter qu'il redescende trop bas et que vous ayez plutôt une courbe sur la journée qui fasse une hyperbole et pas qu'il fasse comme ça en fait. Donc le but, c'est de trouver des féculents à IG bas. Donc ça va être tout ce qui va être par exemple les pommes de terre plutôt froides. On va avoir tout ce qui va être riz plutôt basmati, c'est le top. Tout ce qui va être quinoa aussi. On va éviter tout ce qui est pâtes, pain complet, les choses comme ça. Pâte blanche, le jour de l'épreuve, on évite. Le soir de la veille, c'est moins dérangeant. Et ensuite, on va passer sur des protéines plutôt maigres. Viande maigre, poisson blanc. Les œufs, c'est pas forcément dérangeant. Il y a un peu de gras, mais c'est assez léger, donc il n'y a pas forcément de problème avec ça. Et ça va être sur le jour d'avant, voir si, je ne sais pas, si vous courez l'après-midi, on peut se le faire dans la matinée aussi, c'est possible. Au-delà de ça, sinon on évite de manger 3 heures avant la course. En fait, c'est tout simplement pour que la digestion se finisse et qu'on ne soit pas encombré sur cette digestion. Donc 3 heures avant la course, on arrête de manger si possible.
Et par contre, on peut prendre des petites collations entre-temps. Hein. Le but, c'est pas non plus d'avoir faim. Ces collations, par contre, on va chercher toujours le même domaine un peu, des protéines, des glucides, à IG assez faible si possible. Et quand on s'approche de l'épreuve, on va chercher plutôt des produits à sucre rapide. Le but, c'est en fait que vous ayez toujours vos réserves de glycogène, comme on disait au début, les réserves de sucre, qui sont au maximum pour que dans votre épreuve, vous les utilisez sans qu'elles soient déjà mangées à l'avance. Ce qu'on peut faire généralement pour ceux qui prennent des boissons de l'effort, c'est la commencer avant l'épreuve. 30 minutes avant l'épreuve, on commence la boisson de l'effort, 100 à 250 ml, oui. Histoire de vraiment garder les réserves de glucides et d'utiliser la boisson en priorité. Ce qu'on peut faire aussi toujours au niveau des compléments pour ceux qui sont un peu dans ça, c'est la caféine. Avant l'épreuve, on peut prendre de la caféine. Alors on est de l'ordre de 200 à 500 mg de caféine, c'est à peu près 2 cafés. Donc on peut prendre 2 cafés avant l'épreuve, ça permet de booster, d'accélérer aussi au niveau du rythme cardiaque pour déjà se mettre dans l'échauffement. Avec le café, ça reste un irritant au niveau du tube digestif, donc pareil, c'est à tester, ça dépend de chacun. Il y en a qui le tolèrent très bien, il y en a ça passe pas, donc ça c'est toujours à tester. Et ensuite il y a la citrulline pour ceux qui connaissent. La citrulline, on la retrouve dans la pastèque, donc ça peut être assez pratique pour ceux qui n'ont pas envie de prendre de compléments. On peut prendre de la pastèque, surtout en été, ça va être la saison. Ça permet de s'hydrater, ça permet d'avoir cette citrulline qui va avoir un effet en fait de vasodilatateur au niveau sanguin. Vos vaisseaux sanguins vont un peu se dilater, et donc forcément il y a plus de sang, il y a plus d'oxygène qui va arriver vers les muscles, donc on augmente en fait la performance à ce niveau-là. 6 à 8 grammes sur du complément, en termes de pastèque, on prend 1 à 2 tranches de pastèque, déjà ça sera pas mal. Et la pastèque c'est assez faible en fibres, donc on ne va pas avoir d'intolérance normalement sur ça. La seule chose, ça sera le fructose qui peut être compliqué à digérer. Ça c'est toujours la même chanson, ça dépend de chacun, il y en a qui le tolèrent, il y en a qui ne le tolèrent pas, c'est à tester. Pendant votre performance, au début, alors comme on l'a dit, sur les 1h30 de premières heures, il n'y a pas forcément besoin d'avoir quelque chose. Quand on dépasse ces fréquences-là ou qu'on va sur des choses vraiment intenses, il y a la boisson de l'effort en priorité qui va venir vous aider. Vu que c'est liquide, on va éviter aussi d'apporter du travail au niveau intestinal et donc de provoquer des troubles. Au-delà de ces périodes-là, on peut mettre en place, alors soi-même, soit au niveau des ravitaux, des collations. En début, on va prioriser des petites collections avec par exemple des barres de céréales, ça marche très bien. Tout ce qui est fruits secs ou oléagineux, amandes, noix, noisettes, des choses comme ça, ça marche bien, mais pareil que tout, faut tester. Ça peut provoquer, c'est assez fibreux, donc ça peut provoquer au niveau digestif des problèmes. Au-delà de ce temps-là, quand on fait vraiment, que ce soit de l'ultra-trail ou des choses vraiment intenses, là on va chercher quand même des repas un peu plus complets, à base, comme d'habitude, hein, les glucides et les protéines, toujours pas de matériel, toujours pas de fibres, ça on évite quoi qu'il arrive. Mais voilà, au-delà des 3h30, 4h, on cherche quand même à se nourrir de façon à peu près normale. Le but c'est pas de rentrer dans quelque chose où la fatigue prend le dessus et où surtout on n'a pas assez à manger. Après l'épreuve, ce qui va se passer souvent, c'est que vous allez avoir une perte de poids. Cette perte de poids, les 3 quarts du temps, c'est purement de l'eau. Vous perdez de l'eau, que ce soit par la respiration, par la transpiration, par la perspiration aussi. Automatiquement, il y a des pertes d'eau. Le but, c'est de compenser cette perte d'eau pour toujours éviter cette déshydratation. Plus vous êtes déshydraté, plus la récupération sera lente pour le corps. Donc on est de l'ordre de 1,05 à 1,5 litres. En général, on essaie de couvrir 150% des apports perdus. Donc si on perd 1 kg, on essaie de boire 1,5 litre. Toujours ce litre et demi ou ce litre qu'on boit, on le boit de façon fractionnée, petite gorgée par petite gorgée. On évite de prendre tout d'un coup, déjà ça va être compliqué et je pense qu'au niveau digestif vous allez assez vite le ressentir. Suite à ça, 1 heure après l'effort, on essaie de se mettre quand même quelque chose en petite collation. On reste toujours sur le même objectif, protéines pour toujours au niveau musculaire. On va venir reconstruire en fait les muscles, on va venir reconstruire les fibres musculaires. Et les glucides, parce qu'en fait vos réserves de glycogène vont être vides. Donc le but ça va être de les remplir pour éviter que le corps en fait il soit obligé de puiser dans toutes les réserves que vous avez. Ensuite, 2 à 4 heures après l'épreuve, là on repart sur une alimentation classique. Le but c'est quand même de remettre après, donc un jour après ou rapidement après en fonction du type d'épreuve que vous avez fait, une alimentation classique. Si on enlève trop les fibres et les matières grasses, on va arriver sur la carence. Donc le but c'est d'éviter ça et d'avoir ce type d'alimentation vraiment que sur les périodes où il y a de la compétition, où il y a une course importante. Sur les périodes d'entraînement, on fait les tests, mais on reste sur une alimentation avec fibres, avec matières grasses,
pour avoir tout ce qui est vitamines, tout ce qui est minéraux, on laisse l'ensemble. Ce qu'on peut faire par contre, c'est diminuer un peu la matière grasse et privilégier un peu plus les glucides, toujours dans l'objectif de faire ces réserves de glycogène au maximum. Mais voilà, on ne met pas de côté les légumes. C'est un peu quelque chose que souvent on a tendance à faire, surtout quand on cherche à augmenter, que ce soit la masse musculaire, que ce soit les performances. Mais au niveau des carences, que ce soit sur de l'anémie, carence en vitamine B9, B12, vitamine C, vitamine D, vous allez le ressentir si on les met de côté. J'ai essayé de faire assez rapide, pour pas que ça vous ennuie trop. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était assez global, je ne suis pas rentré trop dans le détail. Je n'ai pas parlé de tous les compléments, donc s'il y en a qui veulent approfondir sur les compléments ou sur l'alimentation pure et dure ou autre chose, n'hésitez pas à me dire, que ce soit maintenant pour qu'on en rediscute avec tout le monde ou après si vous avez besoin. Ouais. Si on a faim juste après une pomme, dans la première heure, il y a un problème à passer sur le stade protéines glucides directement? Non. En fait, le problème, c'est toujours la tolérance de chacun. Si on le tolère, il n'y a aucun souci, c'est même mieux, comme ça on reprend rapidement. Mais en fait, on évite surtout le reste pour éviter, comme le tube digestif il a été au repos entre guillemets, on va éviter de venir l'agresser rapidement. Donc c'est pour ça qu'on reprend avec des protéines, des glucides, des choses dont il a l'habitude. Mais oui, une heure après, si on a faim, ou même si, je sais pas, la course se finit à 19h et à 20h il y a le repas, on peut aller prendre le repas. Ça, sans problème. Après, voilà, c'est vraiment à tester encore une fois en fonction de chacun, mais sans souci. Après 5 heures d'un effort de 5 heures intense, qu'est-ce qu'on peut manger? Et il nous reste encore 5 heures. C'est la coupure entre les deux? Ouais. Bah, en fait, on fait vraiment un petit repas. Pendant, alors, s'il y a le ravito, c'est bien, s'il y a des choses qui sont mises en place. Et en liquide, ça passe. Ouais, alors, on va passer sur du liquide. Donc, on reste, il y a soit toujours la boisson de l'effort, et dans ces cas-là, boisson de l'effort, on le fait bien, on va rajouter les BCAA, parce que ça va apporter le côté protéique. Et on va mettre la maltodextrine ou le sirop ou autre chose. Ça, on va le garder comme il faut tous les heures. Donc on va accentuer ça un peu plus que si on était un peu plus relax. On peut aussi passer par les gels. À tester aussi, on peut faire le gut training. Le gut training, c'est en fait, entraîner son tube digestif à accepter les aliments, que ce soit solide ou liquide. Mais ça, c'est vraiment à faire pendant l'entraînement, c'est de se dire, au bout de 2 heures, je mange une banane, je vois comment je réagis, et en fait, c'est automatiquement le tube digestif, il va commencer à s'habituer à ça. Mais si vraiment ça passe pas, on reste sur le liquide, donc gel, si les gels passent bien. Boisson de l'effort avec les BCAA, c'est le top pour vraiment combler à ce niveau-là. Tout ce qui est jus de fruits, si le fructose passe bien aussi à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, on peut y aller. Mais on va principalement passer par ça, ouais. Ouais. Non, en fait, quand c'est sous forme de jus, il n'y a plus de fibres, les fibres elles sont cassées. C'est pour ça que sous forme cuite aussi, les aliments cuits, les fruits cuits par exemple, sous forme de compote, ça sera un peu plus facile à digérer, ça sera moins embêtant. Le problème des jus, c'est qu'il y a le fructose, et le fructose il est beaucoup moins accepté par le corps. C'est ça qui peut déranger et provoquer des troubles par rapport au glucose. Mais au niveau des fibres, il n'y en a pas. Donc on est tranquille, surtout si c'est du jus industriel, à part du sucre, du fructose, il n'y a presque rien dedans, donc sur ça, il n'y aura pas trop de soucis. Ouais. En trail longue distance, on a quoi comme source de protéines en cours de route? En ce que vous apportez ou par rapport à... Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme source de protéines si on part sur 10 heures, 12 heures de... Ouais. Alors, les plus simples en termes de transport et de protéines, ça va être le blanc d'œuf. Le plus simple à consommer. À transporter. En termes de protéines pures, alors soit on part sur des protéines type whey, type BCAA, on peut, hein, si ça passe bien, on peut. Si on veut vraiment avoir un truc type repas, si on peut le transporter, ça va plus être œuf ou jambon. Après, viande, poisson, on peut, mais bon, ça dépend vraiment de ce qu'on veut transporter. Ça, il y en a qui le font, mais voilà, il faut vraiment être bloqué sur ça. Ouais, il y en a qui ont une boîte de thon qui s'inscrit, il y en a qui le font. En fait, ça dépend de ce qu'on va transporter sur soi et de ce qu'on arrive à consommer facilement, ce qu'on a envie de prendre assez vite. Mais sinon, ouais, la poudre de protéines, ça fait à la whey, ça peut fonctionner. Après, toujours à tester avant, quoi qu'il arrive.
vu que c'est fait avec du lactose, vous voyez du lactose dedans quand même, de la caséine, ça peut être un peu dérangeant au niveau digestif. Donc à tester. Mais après, si on a, qu'on peut se permettre de transporter et qu'on a le plus simple, ça sera œuf ou jambon. Après, sinon, les amandes, tout ce qui est amandes oléagineuses, c'est pas mal. Après, voilà, toujours c'est fibreux, donc à tester. Mais il y a pas mal de protéines dedans, ça va apporter aussi au niveau digestif tout ce qu'il faut pour tenir sur le long terme. Au niveau énergétique, c'est assez élevé en kilocalories, ça permet aussi de compenser. Donc c'est une possibilité aussi de passer par ça. T'as ces 3-4 heures, il faut toujours rajouter des protéines, ça ne suffit pas que le glucide. Ouais, c'est mieux. En général, c'est quand même mieux d'en avoir pour vraiment avoir cet apport en termes de récupération musculaire, pour éviter en fait, limiter au maximum le catabolisme musculaire, le fait que les fibres se cassent rapidement dans les muscles. C'est pour ça qu'on est principalement, et c'est pour ça que souvent il y a la mise en place des desserts qui ne servent pas forcément en salle de sport, mais qui peut servir sur les sports d'endurance. Donc c'est surtout pour ça. Ouais. Il y a d'autres questions? Ouais, c'était par rapport à la perméabilité des parois intestinales. Tu as quasiment, tu as un petit peu répondu, mais comment le travail ou comment qu'est-ce qu'on peut prendre aussi avant et pendant l'effort? Alors, avant, en termes de compléments alimentaires, ouais. Comment se préparer justement alors pour le sujet à limiter, ça au bout de 5-6 heures de course? En fait, pour limiter, on ne peut pas éviter que ça arrive. Ouais, En fait, l'ischémie de l'effort, le fait que le sang va partir dans les autres parties du corps, ça arrive quoi qu'il arrive. Par contre, l'hyperperméabilité intestinale, on la limite en faisant attention à ce qu'on mange avant, donc tout ce qui est fibres, matières grasses, etc. Ça va éviter en fait que trop de choses passent à travers. Et ensuite, pour la protéger, alors il y a soit tout ce qui est probiotique, prébiotique. Il n'y a pas de réelles études qui prouvent que ça fonctionne, donc ça dépend de chacun, de comment on le ressent, mais ça peut fonctionner chez certains. La glutamine, comme je l'ai dit, c'est le top. Franchement, ça c'est le top. Il y a la glycine aussi, c'est un autre complément alimentaire qui est pas mal. Ça a un effet au niveau digestif, ça a un gros effet surtout sur l'articulation, la prévention des blessures articulaires. Donc ça c'est le top, et si vous le prenez 30 minutes avant de dormir, la glycine, ça a un effet endormissement. Ça aide à avoir un sommeil profond plus long, et donc à mieux récupérer. Donc la glycine, ça peut être vraiment un plus pour ceux qui veulent tester. En général, on voit rapidement les effets, ça coûte pas cher, c'est un côté sucré, donc à prendre le soir, c'est pas forcément dérangeant. Et en termes de prévention des blessures, en complément alimentaire, c'est compliqué de faire mieux. Et c'est sous forme de poudre généralement. Ouais. Après, je crois qu'on peut l'avoir en gélule, mais le top, c'est de la prendre en poudre, on se le mélange dans un verre d'eau avant de dormir 30 minutes avant. Ça peut aider. Mais je crois que c'est vraiment pas cher, c'est peut-être 22 € les 4 mois, un truc comme ça. C'est vraiment raisonnable pour ce que ça apporte. Ouais, c'était ma question, c'est sur combien de temps en fait avant? Alors ça, il y en a qui le prennent à l'année, qui le prennent tout le temps. Il y en a, ils le prennent que pendant les périodes de grosses compétitions ou pendant les périodes d'été, où il va y avoir vraiment une surcharge énergétique avec la chaleur. En général, c'est bien de faire des cures de 1 ou 2 mois et d'avoir des périodes quand même un peu de repos. Ça reste des protéines que le corps est censé, qu'il est capable en fait de synthétiser. Donc c'est juste de l'aider pendant ces périodes un peu intenses. Mais si on veut et qu'on a vraiment des problèmes au niveau articulaire, que ce soit des prothèses ou autres, ou on a peur que ça craque à un autre endroit, on peut se le prendre à l'année sans problème. Il n'y aura pas d'effet négatif si on respecte la posologie indiquée. Donc sur ça, il n'y a pas de souci. Oui ? Alors, la spiruline, c'est très discuté. Il n'y a pas de réelles études très scientifiques qui prouvent que ça marche. Certains trouvent des effets, certains non. Donc moi je suis pas fan parce que je trouve ça très cher pour ce que ça apporte. Après, il n'y aura pas d'effet négatif. Donc ça peut être que positif. Soit ça marche et on ressent les effets, soit on ne verra pas la différence. Mais il n'y a rien qui prouve actuellement, en tout cas au niveau scientifique, que vraiment à 100% on le prend et il y a quelque chose. Donc encore une fois, c'est à tester. C'est comme tous les compléments alimentaires. Scientifiquement, souvent c'est un peu bancal. Il faut tester, se faire sa propre idée de s'il y a un bienfait ou si finalement, si on fait sans, si c'est bien aussi. Ouais, sur une course comme ça, est-ce qu'il y a une problématique à prendre du sucre trop rapidement, notamment avec la boisson d'effort, etc. Dès la première heure par exemple? Ouais. Alors si on sait qu'on va taper des courses très longues, non. Parce qu'en fait ça va permettre de garder ses réserves de glycogène toujours. Donc nous il n'y a aucun souci, c'est pour ça que des fois justement dans les 30 minutes avant la course, on peut commencer
déjà pour se mettre en marche et mettre en route le métabolisme. Donc nous, il y a un peu de souci. Juste bien penser à faire le 60 g max de glucose et 30 g max de fructose, parce que sinon, dès le début de la course, elle est flinguée. Donc vraiment bien penser à ça, mais il n'y a aucun souci. C'est vraiment les courses courtes où il n'y a pas besoin. Et si je comprends bien, il y a plus intérêt à être sur une boisson d'effort bien dosée que sous du gel dès le départ. Alors le problème du gel, c'est que déjà au niveau de la tolérance, c'est moins bien absorbé que la boisson d'effort. Souvent on va retrouver des additifs, ce genre de choses à l'intérieur. Après le dosage, ça dépend vraiment de chaque gel, de ce qu'ils mettent. Mais ça va être surtout la tolérance. La tolérance, en fait, la forme liquide est beaucoup plus facilement absorbée que la forme gel ou la forme encore solide. Donc moi je trouve ça plus intéressant. Après c'est bien, on peut faire le mix des deux pendant la course sans problème. Si on veut courir, des fois c'est plus simple de prendre le gel que d'avoir la gourde ou le tuyau. Mais au niveau de l'absorption, la boisson d'effort sera plus efficace. Ouais. Est-ce que c'est utile de prendre de la maltodextrine pendant les 3 jours avant une course par exemple? Non. En fait c'est un sucre rapide, du coup il va agir très rapidement. Donc si on prend et qu'on ne fait pas d'effort, la glycémie elle va monter et direct après en fait on va avoir une hypoglycémie réactionnelle. C'est comme pour les diabétiques, quand il n'y a plus assez de sucre, il y a des malaises, il y a des choses comme ça. Donc ça marche avec tous les sucres, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas d'intérêt à en prendre avant. Par contre à tester avant pendant l'entraînement, oui. Mais à en prendre avant, il n'y aura pas de... C'est comme si on prenait 60 grammes de miel en plein milieu. On va avoir l'énergie rapidement, par contre après derrière il va y avoir un coup de barre qui va être aussi bien rapide. Ouais. Sur les courses un peu longues, type marathon ou trail un peu plus long, quelles sont les meilleures stratégies pour éviter les crampes? Au niveau digestif? Non, les crampes musculaires. Ah, l'hydratation. L'hydratation avec alors électrolytes, ça marche. En fait, tout ce qui va être électrolyte, le sodium, des choses comme ça va venir en fait réabsorber l'eau pour éviter de la perdre. Donc ça va éviter les crampes quoi qu'il arrive. Les crampes, souvent, c'est dû à la déshydratation et à la fatigue. C'est les deux plus gros trucs qui entraînent les crampes. Si l'hydratation est bonne, la fatigue après se règle avec votre stratégie nutritionnelle qui est mise en place. Donc le but, c'est de mettre ça rapidement pour éviter et surtout d'habituer le corps à avoir ces choses-là en place. Si on se le met trop rapidement sans l'habituer aux entraînements, il va pas l'accepter entre guillemets. Il ne va pas comprendre pourquoi d'un coup il y a un changement sur un effort qui est assez similaire à l'habitude. Mais l'hydratation, ça va être la principale chose. La consommation de sel Alors sur la boisson d'effort, c'est vrai que je n'ai pas dit, sur 1 litre, on est de l'ordre de 1 à 1,5 g. Donc en général, c'est 1 à 2 pincées. Ça suffit largement pour réabsorber. Et sur du trail, du ultra-trail, tu conseilles de manger salé sur les ravitaux? Alors, ça dépend quoi. Si c'est du saucisson, non, tout ce qui est saucisson et choses comme ça, je conseille forcément pas, parce qu'il y a des protéines, il va y avoir le sel un peu qui peut aider, mais c'est très gras. Après, si on mange quelque chose, un plat type des pommes de terre froides, des choses comme ça qui sont sur ravito, ou ce qu'on trouve sur ravito et qui a un peu de sel. Poisson, des culs. Mais pourquoi les culs? Je pense que c'est pas cher et ça remplit le ventre, mais non, c'est pas ça. En fait, le problème c'est que les tucs, c'est des IG, des indices glycémiques qui sont hauts. Donc ça va faire la même chose que si vous prenez du sucre, ça va faire ça et ça direct après. Donc c'est vraiment pas de... De toute façon, tout ce qu'il y a des fois sur la vie, saucisson, les biscuits apéro, s'il y a du coca ou des choses comme ça, c'est à éviter le plus qu'on peut. Après, s'il y a de l'ice tea par exemple, ça sera moins dérangeant. Parce que ça reste quand même une boisson sucrée, donc elle va être utilisée et c'est pas gazeux. Donc quitte à choisir, s'il y a coca ou ice tea, on prend l'ice tea. Si vraiment il n'y a pas le choix. Mais ouais, tout ce qui est tube, des choses comme ça, c'est mieux d'éviter. Par rapport à la taurine, c'est quoi l'intérêt? Il n'y a pas de danger non plus? Alors, la taurine, si elle est bien dosée, il n'y a pas de danger. Le corps, dans tous les cas, il en produit. Alors, il en produit en petite quantité, mais il en produit quoi qu'il arrive. Donc, si on a en petite quantité, il n'y a pas de problème. La taurine, ça va un peu avoir le même effet que la caféine. Ça va venir, ça va limiter au niveau catabolisme musculaire. Ça va venir un peu booster le métabolisme énergétique et limiter la fatigue. Ça va être ça les intérêts. C'est pour ça que c'est vraiment optionnel si vraiment on a envie de chercher quelque chose de plus et qu'on a déjà tout qui est en place. Mais c'est pas une obligation. Par rapport à la taurine, par exemple, si on veut prendre de la Red Bull, aucun intérêt. En termes de dosage, il n'y a presque rien, donc ça ne va pas apporter.
Donc souvent on voit les sportifs qui prennent de la Red Bull, de la Monster, des choses comme ça, il n'y a pas d'intérêt. Si vraiment on veut chercher, on va mettre de la taurine, mais c'est purement, on va dire, un boost. Un boost énergétique, limiter la fatigue, mais il n'y a pas, voilà. C'est un plus que je mets parce qu'il y en a qui veulent vraiment aller chercher le max, mais franchement, c'est pas une obligation. Mais en départ de course? Tout en boisson de l'effort. Donc si c'est une grosse course, on peut le commencer dès le début. Si c'est une course un peu plus tranquille sur 4 heures, on se le met pas dès la première ou deuxième heure. Mais si c'est une course de 10 heures ou plus, là on peut la commencer dès le départ. Après, ce qui est bien quand on fait la boisson d'effort, c'est quand même d'avoir une boisson, enfin d'avoir de l'eau classique à côté, de faire un peu moite-moite sur les deux. Sinon, la boisson de l'effort, elle reste sucrée, donc au bout d'un moment, ça va vous dégoûter. Donc le mieux, c'est d'avoir un mix des deux et de boire un peu l'un, un peu l'autre tout au long de la course. Est-ce qu'à partir d'un certain âge, il faut vraiment renforcer au niveau protéines avec en utilisant de la anti-poulet, des choses comme ça? Alors, c'est bien à un certain âge d'avoir un peu plus de protéines. Après, de là, utiliser de la whey, il n'y a pas forcément d'intérêt. En termes de grammes de protéines, arrivé à un certain âge, on va chercher le 1,2 g par poids du corps. C'est déjà de l'hyperprotéiné, 1,2 g. Mais ça, on peut très bien l'avoir, que ce soit avec les produits laitiers ou avec les viandes, poissons, œufs. Mais la protéine, il n'y aura pas besoin. Mais en fait, ça va juste vous permettre de maintenir la masse musculaire le plus facilement. Et c'est intéressant de mixer protéines et... Pour moi, à un certain âge, c'est au-dessus de 70 ans. On est là, ça me tranche. Ok, les gentils. Oui. Ça vaut le coup de mixer protéines et CA? On peut sans problème. Hein. Après, en termes de BCA, en grammage, on est sur 10 grammes dans la boisson de l'effort. Donc ça reste 10 grammes de protéines, donc on peut. Hein. Mais en tout cas, la whey, la protéine, il n'y a pas d'intérêt. Surtout en course, encore moins, parce qu'on a moins besoin que la muscu d'aller chercher vraiment le niveau musculaire. Donc si vraiment vous voulez avoir quelque chose, pourquoi pas les BCA. La glycine aussi, ça reste de l'acide aminé, donc de la protéine. Ça a aussi ce double effet. Mais oui, vous embêtez pas. Après, si on va trop en protéines et qu'on n'a pas besoin, c'est les reins qui prennent aussi. Il faut avoir ça en tête. Voilà. Donc le but, c'est d'avoir ce qu'il nous faut en termes de protéines pour qu'on ait la masse musculaire qui reste stable ou qui augmente, et que les reins ils soient aussi sur quelque chose de cohérent avec vos apports. On est bon? Eh bien, merci pour votre écoute.